Et donc, on est très content là de recevoir Jérôme pour cette dernière de la saison sportive. On va dire, on se cale sur les saisons sportives. Et on va parler de crypto et de sport. Pourquoi? Parce que c'est vrai que le monde de la crypto-monnaie, alors on en parle de plus en plus, bien évidemment. C'est très présent dans le sport. On le verra sous différentes manières, hein, d'ailleurs. Et donc, voilà, on trouvait que c'était un angle assez pertinent à analyser. Et donc, Jérôme, je te laisse te présenter. Tu as un parcours atypique, à la fois dans le monde du sport et dans le monde de la crypto. Et du coup, je te laisse te présenter. Ok, écoute, merci Guillaume de m'accueillir dans votre groupe. Alors déjà en préambule, vous inquiétez pas, je crois que des fois l'image elle frise un peu, mais ça revient, c'est les nouveaux réglages vidéo là, du setup. Bon, voilà, vous inquiétez pas. Alors me concernant, oui, je suis ancien joueur de l'élan béarnais quand j'étais plus jeune. J'étais au centre de formation, mais je parle de là d'il y a quelques grandes années. Ce qui m'a voué à être toujours proche de ce club de l'élan béarnais, Paula Cortez. C'est là où on s'est connu, Guillaume, à l'époque où tu y travaillais. Et puis, lorsque le directeur sportif est parti à la retraite, eh bien, j'ai pris non pas son poste de directeur sportif, mais son poste de speaker. Donc, j'ai commencé à l'élan béarnais une carrière de speaker qui m'a tenu 10 ans à l'élan. Et je suis toujours aujourd'hui speaker, non pas à l'élan, mais dans d'autres clubs de basket, en Ligue féminine à Tarbes et en garçon à Dax dans les Landes. Donc, le côté sportif, il est là. Donc, forcément très intéressé par tout ce qui tourne autour du sport également, marathon, etc. etc. Et d'un point de vue professionnel, je viens de mettre fin à une belle carrière de 22 ans de fonctionnaire dans la fonction publique, donc en tant qu'ingénieur informatique, puisque j'ai pris une dispo qui me permet d'être, on va dire, à la retraite officielle, en tout cas sous les ordres d'un patron, et je lance pleinement mon activité que j'ai quand même un peu lancée il y a plus d'une année avec ma chaîne YouTube, qui aujourd'hui a bien démarré, où j'essaye d'évangéliser et d'expliquer le plus simplement possible tout ce qui tourne autour de la crypto-monnaie, de la blockchain, désormais le Web3, bien évidemment les NFT, demain les métaverses, enfin tout un vocabulaire qui peut faire mal aux oreilles de certains, mais que j'essaye, on va dire, d'expliquer le plus simplement possible. Et donc forcément, bien, les deux sujets que sont l'informatique et le sport se rejoignent. Et je crois que c'est pour ça que j'ai été appelé aujourd'hui. Voilà, donc je vais répondre aux questions et puis on développera un peu plus tard. Exactement. Alors, la première question était un peu générale que je voulais te poser. C'était, on va commencer d'abord par le monde professionnel, par les liens entre finalement le monde sportif professionnel et le monde de la crypto-monnaie, pour aller de plus en plus partir après dans la suite des questions sur finalement le monde amateur et puis la pratique. Mais en commençant par le monde professionnel, donc on a vu que très vite le monde professionnel s'est emparé de la crypto. On va peut-être parler du premier cas, en tout cas moi, la première fois que j'ai vu ça, c'est quand j'avais vu que le salaire de Messi avait été en partie payé en crypto-monnaie, avec une monnaie qui s'appelait crypto.com, je crois, ou enfin en tout cas. Est-ce que tu peux nous en parler? Est-ce que tu peux nous parler de ce premier cas d'usage, on va dire, entre les clubs pro et le monde des crypto-monnaies? Ouais, alors bon, le sujet est très très vaste aujourd'hui. Je vais essayer d'être assez précis, mais sans rentrer trop dans le détail. Je ne connais pas votre degré de connaissance en termes de crypto-monnaie, mais c'est vrai que le plus grand aujourd'hui sponsoring mondial dans le sport, c'est effectivement crypto.com, tu l'as cité. Crypto.com est un échangeur de crypto-monnaies. Je ne vais pas dire le plus grand c'est Binance. Mais en tout cas, c'est un échangeur américain très, très connu qui a fait du naming donc, sur le Staples Center de Los Angeles. Donc, ils ont récupéré le naming de cette salle. Ils sponsorisent énormément en Formule 1. Donc, vous voyez souvent lors des Grands Prix de Formule 1 pour ceux qui suivent Crypto.com. Donc, aujourd'hui, Crypto.com est un énorme échangeur crypto. Et pour revenir à Messi, effectivement, ça a été une actualité qui a permis un petit peu d'évangéliser le sujet de la crypto dans le monde du sport. Mais petite correction, en fait, c'est pas crypto.com, on va dire, le sponsor du PSG à ce niveau-là. Paris Saint-Germain s'est associé à
à une crypto-monnaie, à un éditeur qui est Chiliz. Et Chiliz, en fait, développe plusieurs fan tokens, on appelle ça des fan tokens, selon les clubs qui veulent coopérer avec le projet Chiliz. Donc, Chiliz, il y a le token, mais ils ont fait autant de déclinaisons que de clubs sportifs qui adhèrent à Chiliz. Donc, il y a un token qui s'appelle le PSG. Alors, j'ai plus son nom en tête, excusez-moi, mais en tout cas, effectivement, quand Messi a signé au Paris Saint-Germain, il a négocié une partie de son transfert, de ses primes et de son salaire en fan token, en token du club. Donc, c'est effectivement un énorme coup de projecteur sur la crypto-monnaie, puisque pour la première fois, on entend vraiment parler d'un sportif qui va prendre une partie de ses gains en crypto-monnaie. Et la crypto-monnaie, par définition, c'est quelque chose qui n'est pas stable, à la différence des stablecoins qui ont un cours qui est figé. Et donc, du coup, il accepte d'avoir une rémunération qui est complètement variable et qui dépend de la spéculation du marché. Voilà effectivement un premier exemple, on va dire, de la crypto dans le sport. Et du coup, tu disais, chaque club avait sa propre monnaie, quelque part. Et donc, c'était une monnaie qui n'était pas échangeable entre clubs? C'était des choses différentes? Alors, il y a effectivement le token qui est le Chiliz. Et le Chiliz, en fait, c'est vraiment le jeton de gouvernance de Chiliz qui se négocie sur les échangeurs. Je suis en même temps en train de regarder sur mon ordinateur le cours du Chiliz à l'heure où je vous parle. Voilà, il est à 10 centimes à peu près. Il est monté à 1 dollar. Alors, on parle tout le temps en dollars. Il était monté à 1 dollar. Alors, peut-être que je peux vous faire un partage d'écran. On va essayer de faire un truc qui est sympa. Est-ce que tu m'autorises à faire un partage d'écran? Bien sûr, avec grand plaisir. Voyons présenter un onglet. Ah, mon navigateur n'est pas compatible avec le partage d'écran. Alors, c'est pas grave. Je vais l'ouvrir. Essaye de faire l'écran entier dans ces cas-là, des fois, ça Ouais, marche. ouais. Attends, je vais l'ouvrir. Ouais, ça devrait marcher. Est-ce que déjà, j'en profite pour faire un petit point, Victoria, Thierry, David, Patrick, est-ce que vous êtes tous familiers avec l'univers crypto? Ou c'est quelque chose, est-ce que vous avez des cryptos déjà? Est-ce que vous êtes passé à l'acte ou pas encore sur ce sujet? Non, pour moi, c'est une nébuleuse totale. C'est une nébuleuse totale, toi, David? Ouais, je ne me suis jamais intéressé au sujet. Ouais, nous, oui, un peu avec le cabinet d'avocats, on a fait un webinaire sur l'utilisation des NFT dans le monde du sport. Donc forcément, ça rejoint un petit peu et on en a programmé un autre pour fin septembre, début octobre. Donc, Toi, je ne dis pas que c'est mon dada tous les jours, mais on commence à un peu les termes. Voilà, c'est ça. Ok. Et toi, Thierry, du coup, tu as… Alors moi, j'ai une femme bancaire donc qui est évidemment très réfractaire à ces systèmes-là, mais forcément, on en parle, notamment avec le système Revolut, etc. Donc c'est quelque chose dont on parle. Et puis, comme je dis souvent, j'aime bien le MMA et ils sont aussi très sponsors crypto dans le MMA. Donc c'est quelque chose que je regarde de loin, mais auquel et je le vois dans mon entourage, notamment auprès des jeunes dans l'entreprise. Il y a pas mal de jeunes qui boursicotent, je vais appeler ça comme ça, je m'excuse du terme. Bien sûr, qui font du trading, mais avec cette nouvelle monnaie, et c'est très intéressant de voir des parcours qui sont pas issus de grandes écoles, etc., jouer déjà avec ce type de monnaie. Donc ça m'intéresse petit à petit. Ok. Et toi, Patrick? Moi, j'ai un compte chez crypto.com. J'ai pas grand-chose, hein. J'ai pas grand-chose, mais c'était juste pour voir un petit peu, pour tester. Et puis, comme l'a dit Jérôme, Guillaume, effectivement, ils sont un peu partout dans le monde du sport, sur pas mal ils sponsorisent pas mal d'équipes, etc. Ils ont une force de frappe marketing qui est quand même assez importante. Donc, je me suis dit, bon, voilà, je prends quelques cryptos, on va voir ce qui arrive. Et je l'ai acheté, je crois, en février dernier. Donc là, je crois que je suis à moins 70% ou moins 80%, je ne sais plus. Bref. Enfin, c'est. Non, j'ai quelques centaines d'euros, hein, c'est pas méchant, mais du coup, effectivement, voilà, c'est un sujet qui m'intéresse en ce moment et je ne sais plus, je crois que je t'en avais parlé, mais je cherchais plutôt à rentrer dans des clubs investisseurs sur des projets plutôt aussi, vraiment très early stage. Et puis, voilà, essayer d'accompagner ces cryptos-là vers des sommets plutôt que d'aller prendre du Bitcoin, de l'Ethereum déjà mature. Et puis, voilà. Ok, très clair.
Très clair. Donc, Alors, on a déjà un utilisateur de crypto.com. ouais, alors, juste pour compléter, alors je ne pourrais pas vous partager mon écran parce que j'ai lancé le Meet aujourd'hui avec mon navigateur Brave. Je ne pratique pas le Google Meet et il se trouve qu'ayant initié le Meet avec Brave, je ne peux pas faire des partages d'écran. Mais ce n'est pas grave, on va s'en dispenser. Juste pour faire une parenthèse et rebondir sur ce que vous disiez, bon, il y a une vraie appétence du monde de la crypto aujourd'hui par les Français notamment, puisqu'il y a KPMG qui a fait une étude l'année dernière qui démontre qu'aujourd'hui 7% des Français sont dans la crypto, mais que 25% d'entre eux veulent rentrer dans la crypto ou du moins veulent comprendre ce dont il s'agit. Et moi, c'est réellement ce qui me motive et c'est pour ça notamment que je rentre vraiment à fond là-dedans. Mon site internet jerometapi.io présente un petit peu ce que je vais faire. Et justement, je vais mettre en place, j'ai déjà fait des prototypes en début d'année auprès de chefs d'entreprise et des gens qui sont intéressés là-dessus pour faire des formations et en présentiel et complètement dématérialisées sous un format comme ce soir, sur des formats plutôt à la journée, voilà, en formation initiation et débutant, où vraiment j'explique ce que je ne vais pas pouvoir vous dire ce soir, mais comprendre ce qu'est déjà la crypto-monnaie, pourquoi on y accorde de la confiance ou pas. On a parlé du Bitcoin et de l'Ethereum, tous les autres tokens que l'on peut avoir, dont le PSG Coin, dont le Chiliz, etc., etc. Et tout ça, il faut comprendre. Et après, il faut aussi faire attention énormément dans le monde de la crypto, être extrêmement vigilant parce qu'il y a beaucoup de scams, de pièges, et on peut très facilement se faire alpaguer, se faire berner, se faire pirater et tomber dans des propositions d'investissement, de financement où la corbeille de la mariée paraît séduisante, mais il faut y faire extrêmement attention. Donc moi, ça fait partie des sujets que je vais traiter demain, que je commence déjà à traiter. Mais voilà, en tout cas, si ça vous intéresse d'en savoir un peu plus, je ferme la parenthèse là-dessus. N'hésitez pas à aller sur mon site ou rentrer en contact. Je rentre justement dans ce cadre d'évangélisation autour de tout ça. Pour revenir au sujet, Guillaume. Ouais. Donc, on parlait effectivement de la monnaie PSG et du Chiliz, donc qui est finalement la monnaie commune à tous les clubs. Voilà, alors le Chiliz, c'est effectivement le token, on va dire, de la société, on va appeler ça comme ça, de l'éditeur qui propose, on va dire, le package crypto au club, et notamment, ils sont extrêmement dans le MMA, hein, Chiliz, j'en ai entendu parler de ça. Le patron de Chiliz, c'est Dreyfus, c'est quelqu'un qui est très implanté dans l'univers du jeu et du sport. Et donc après se déclinent les tokens selon les clubs. Donc je vous ai mis en commentaire, ou du moins dans la discussion là, de notre Meet, un lien qui renvoie vers le cours du PSG du Paris Saint-Germain Fan Token, dans lequel vous pouvez cliquer et là vous allez voir le cours de cette crypto qui est monté. Alors quand je parlerai d'ATH, c'est le all-time high, c'est le plus haut level que la crypto a atteint. Et c'était aux alentours de 55 $ le 27 avril 2021. Et si je ne dis pas de bêtises, c'était à la période où on avait annoncé justement l'arrivée de Messi. Et moi, je me souviens un peu par anticipation, j'avais acheté quelques tokens pour les revendre avant que ça se casse la gueule. Donc, j'ai plutôt un bon souvenir sur ce token PSG. Bon, je n'ai fait que de spéculer dessus, ce n'est pas son but premier. Mais en tout cas, l'idée, c'est que les supporters, en ayant du token, celui-ci en l'occurrence, aient des privilèges auprès du club, et entre guillemets, un droit de vote sur des décisions qui sont prises. C'est comme ça que le fan token est globalement construit, sur la couleur des maillots, sur la musique qu'on va mettre quand les joueurs rentrent dans le stade, sur des privilèges après, sur les questions qu'on peut poser en conférence de presse, etc. etc. Donc l'idée, c'est de donner la parole un petit peu aux spectateurs, et le trait d'union entre guillemets entre le club et les supporters, c'est le fan token. Ça, c'est vraiment un exemple. Est-ce que tu sais si ça a été activé ou pas, justement, un peu ces sondages auprès des supporters Alors, à Paris, je ne peux pas le dire. J'avoue que je ne suis pas suffisamment supporter du Paris Saint-Germain pour suivre tout ça. Ouais, voilà, mais en tout cas, il y a eu des clubs, plutôt en Espagne, où justement, il y a eu des choix qui ont été faits par rapport à des décisions liées sur le fan token. Ok. Ça marche. À Paris, il me semble que ça a été utilisé et qu'il y a eu notamment un message de supporter qui a été mis dans le couloir menant au terrain grâce justement au fan token du club. Il me semble que c'était la première utilisation vraiment qui a été concrétisée pour Paris. Pour ce token, quoi. Alors, il y a une vraie spéculation dessus, puisque je disais au plus haut, il était à 55 $ et aujourd'hui, il est à 6 $. Alors, aujourd'hui, globalement, on est dans un marché crypto qui n'est pas bon.
On est dans ce qu'on appelle le bear market. Alors, il y a des cycles dans la crypto. Généralement, tous les 4 ans, il y a une euphorie. On ne va pas rentrer dans le détail. Et puis, une fois que la phase d'euphorie est terminée, on plonge dans un petit sommeil de 2 ans et puis ça repart. On va dire que ça, c'est dans l'historique et les grandes lignes générales de la crypto. Donc là, on est vraiment dans cette phase un petit peu de sinistrose et un peu chiante. Mais pour le coup, pour les gens qui veulent rentrer et qui veulent s'y intéresser, c'est une période qui est dépourvue de stress, où on n'est pas en train de courir après le train. Et c'est justement le bon moment pour s'intéresser à cet univers et essayer de comprendre un petit peu tout ça. Donc 6 $, voilà pourquoi c'est assez calme. Ok, donc ça c'est la première utilisation. On va dire que c'est effectivement le Chiliz. Et c'est moi, je te dis, c'est comme ça que j'ai vu un peu que le sport s'intéressait aux crypto. Après, effectivement, il y a eu crypto.com qu'on voit partout sur les grands prix de F1. On voit d'ailleurs, je pense que si tu es à l'heure actuelle, si tu es directeur sponsoring d'un grand événement international, je pense que les premiers que tu vas voir, c'est l'univers crypto parce qu'effectivement, ils ont des énormes budgets marketing pour le sport. Parce que je crois que j'avais vu une étude. Je crois que les amateurs de sport sont 40% en moyenne plus dans les cryptos que les autres. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais il se trouve que le fan de sport s'intéresse en moyenne plus aux cryptos que la personne lambda de la population. Ouais. Est-ce que tu as une explication, toi, de ça ou... Ouais, il y a plein de sujets qui se regroupent autour de tout ça. La crypto, c'est un sujet. Après, il y a le e-sport également qui est en train de se développer. Si on prend la formule électrique, on voit par exemple que le spectateur, il peut de manière interactive choisir les boosts qui vont permettre de valoriser un pilote en plein milieu de la course. Et derrière, le Web3 et donc la blockchain, encore une fois, je ne vais pas expliquer tous les mécanismes qu'il y a derrière, mais tout ça permet de favoriser, on va dire, l'interaction entre l'utilisateur et derrière l'action sportive qui a lieu. Okay. Donc, il y a une émergence des technologies et qui fait que tout ça se dynamise, le e-sport, la blockchain, le Web3, et vraiment, il y a une énorme concentration qui se fait autour du sport. Donc, le sujet d'aujourd'hui, ce n'est pas un petit sujet. Ok. Très bien. Et juste pour finir, Guillaume, sur le Chiliz, si tu veux bien. Là, je parlais du PSG token. Donc, vous avez compris, il se décline selon les clubs qui vous intéressent. Mais si vous, en tant qu'investisseur ou en tant que spectateur d'un projet ou que vous êtes attentif à l'évolution du projet, on va plutôt parier sur Chiliz, par exemple, où là, on va se déconnecter, on va dire, de l'affiliation à un club. Par contre, Chiliz, aujourd'hui, qui est à 10 centimes, c'est ce que j'ai vu tout à l'heure, lui aussi, il est monté au dollar, je l'ai dit. Si on croit vraiment à cette technologie et à cet écosystème porté par Chiliz, on va plutôt spéculer et investir et mettre des billes sur le token Chiliz que sur des tokens liés à chaque club. Voilà. Okay. Oui, c'est vraiment le supporter qui va aller sur le club, quoi. Le spéculateur va plutôt aller sur Chiliz et le supporter va plutôt aller sur le token lié à son club pour avoir des droits spécifiques qui lui amènent. Sachant que, et pour finir encore une fois sur le sujet, je crois qu'il faut avoir au départ des Chiliz pour pouvoir après les convertir en PSG token, en Barça token, etc. Ok, très clair. Le deuxième sujet que je voulais voir avec toi sur le sport, c'est effectivement les NFT, les fameux NFT. Donc, on va rapidement expliquer ce qu'est un NFT. Et ensuite, on va voir dans un deuxième temps comment les clubs finalement les utilisent pour générer des sources de revenus supplémentaires. Parce que de toute façon, si les clubs se sont emparés, que ce soit dans le sponsoring ou dans le NFT, de ces technologies, c'est pour essayer de tirer leur part du gâteau et d'avoir des revenus supplémentaires pour les clubs. Oui, exactement. Alors, le NFT, 3 lettres, qui veut dire en anglais Non-Fungible Token, en français, jeton non fongible. C'est en fait le parallèle entre… en fait, un token non fongible, c'est un objet digital, virtuel, qui a un numéro de série unique et qui donc le rend rare pour certains et surtout infalsifiable. C'est un peu comme si vous aviez un tableau Picasso, c'est une œuvre d'art, c'est unique. À partir du moment où quelqu'un va en faire une copie, peut-être que visuellement, la Joconde va ressembler à la Joconde d'origine, mais il n'en a absolument pas la même valeur puisque ce n'est pas la pièce d'origine, ce n'est pas l'unique Joconde qui existe. Donc le NFT, c'est la même chose que ça, sauf que c'est dans une version numérique et digitale, et c'est ce qui va donner donc de la rareté aux NFT. Alors les NFT, il y en a 10 000 cas d'usage, que ce soit dans le sport, dans l'art, dans la culture, dans le jeu vidéo, etc., etc. Et donc pour répondre à ta question, Guillaume, oui, les clubs s'en sont emparés puisqu'ils ont compris qu'il y avait derrière du business qui était possible pour valoriser justement
une collection qu'ils vont mettre à disposition, par exemple, des spectateurs. Prenons l'exemple, je t'en parlais tout à l'heure en off avant que la réunion démarre. Le Stade Toulousain, en rugby, a créé sa première collection donc, de NFT. Donc, ils ont fait un site internet. Je vais à nouveau, plutôt que vous le montrer, vous le mettre en commentaire. Donc, ils ont créé un sous-domaine de leur site internet stadetoulousain.fr. Donc, c'est nft.stadetoulousain.fr. Et donc, ils ont créé une première collection. La collection, à la base, c'est alors plusieurs objets, on va dire, on va les appeler comme ça. Tout d'abord, ils ont fait le NFT de la saison 2021-2022 en 18 754 exemplaires. Pourquoi ce nombre-là? Parce que c'est le nombre de sièges qu'il y a à Ernest Vallon. Okay. Donc déjà, le fait qu'il y en ait une quantité limitée, au même titre que l'or ou au même titre que le Bitcoin, lui donne une certaine rareté. Je fais une petite parenthèse. Le dollar, il y a une inflation qui se crée parce que la planche à billets, elle tourne. Donc, à partir du moment où on crée de la monnaie, on peut facilement avoir un mécanisme d'inflation. Dans la crypto-monnaie, et notamment, c'est le cas du Bitcoin, il y en existe une quantité limitée, ce qui derrière va lui donner une certaine rareté. Et ça dépend également de la confiance que les gens donnent au token en quantité limitée ou au NFT en quantité limitée. Et donc, ils ont élargi leur collection en créant après donc, différents NFT, notamment ce qu'ils appellent le NFT Genesis 1907, où là, il y en aura des quantités beaucoup moindres. Et là, en fait, ça leur permet de faire gagner aux spectateurs ou de faire payer aux spectateurs l'achat de ces NFT. Et derrière, vous l'avez compris, il y a une économie qui se crée. C'est l'économie du sport que tu connais mieux que moi, Guillaume. Effectivement, mais le Stade Toulousain, ils ont toujours été ultra précurseurs sur les nouvelles technologies. Enfin, j'ai été aussi pendant pas mal de temps dans le monde du rugby, et c'est vrai que dès qu'il y a une nouveauté ou dès que Stade Toulousain, ils sont vraiment à la pointe là-dessus. Et très clairement, je ne connaissais pas leur là, ils ont carrément fait un site web où tu peux te connecter. Enfin, c'est très sérieux ce qu'ils ont fait. Hein. C'est vraiment complètement. Et moi, j'ai l'intention de les rencontrer. Alors, je cherche encore un contact. Bon, je n'ai pas beaucoup cherché, mais je pense que je vais assez vite rentrer en contact avec eux parce que je veux vraiment les interroger sur cette stratégie marketing qu'ils ont. Et comme c'est le premier club de sport en France qui vraiment lance un vrai usage du NFT, je tiens à en faire une vidéo sur ma chaîne. Voilà, donc je fais un peu d'autopromo. Stay tuned, comme on dit. L'autre club qui a fait la même chose, bon, c'est l'élan Bernay, mais à moindre mesure. Encore une fois, je vous ai mis le lien. C'était il y a quelques mois. Ils ont fait ça la veille ou l'avant-veille d'un match au Palais des Sports à Pau. Et là, ça reprend un peu le même principe. Et donc, ils ont gardé la page sur leur site internet et ils expliquent que voilà, c'était la veille du Classico, hein, le grand Pau Limoges. Et en fait, voilà, il fallait scanner un QR code et derrière, ça permettait de générer un NFT. On appelle ça minter un NFT. Et après, il faut le stocker donc, dans une application sur son téléphone mobile, dans un wallet électronique. Et selon la politique du club, selon l'intéressement qu'il y a par les uns et les autres, ça va créer une rareté et de l'engouement. Et après, ces NFT, soit on les conserve dans son téléphone mobile, soit, puisque c'est un objet digital, ça peut se revendre après sur des marketplaces où il peut y avoir à nouveau de la spéculation qui se fait dessus. Là, je donne un exemple. J'ai acheté un NFT il y a une semaine, je l'ai payé $100. Je l'ai revendu avant-hier 6 fois le prix. Voilà, donc là, j'ai gagné $500 sur un NFT, c'était avant-hier. Ok, donc effectivement, donc il y a de l'achat-revente sur ces NFT, donc les clubs essayent de s'en emparer pour finalement créer des objets de collection qu'ils peuvent revendre à leurs fans, qui derrière permettent soit d'avoir, comme on l'a vu sur la monnaie, un droit spécifique, soit d'en faire uniquement de la spéculation, ou soit de le garder finalement comme un sentiment d'appartenance au club. Ok, très clair. Et l'élan Bernay, ils avaient fait, juste que tant qu'on est sur ce sujet-là, ils n'avaient pas carrément tokenisé le fait d'avoir finalement une partie de la valeur du club? Exactement. Alors ça, c'est encore autre chose, même si ça se mêle un petit peu à tout cet univers. Ce qu'a fait l'élan Bernay, c'était il y a 3 mois. Alors, l'élan Bernay aussi aujourd'hui est à l'actualité puisque malheureusement, notre club racheté par les Américains alors je dis notre club, excusez-moi, j'ai une appartenance forte à ce club,
a été vendu à des Américains il y a 1 an et demi. Et là, on est passé devant la DNCCG ou DNNCG, je ne sais jamais comment on dit. Et donc, on est en passe d'être liquidé, dépôt de bilan, National 3, enfin, retour, non pas à la case départ, mais c'est le jeu de loi, vous retournez à la case 1, voilà. Donc, les Américains, pourtant, ils étaient venus avec des solides intentions, ce qui avait séduit énormément le maire François Bayrou, qui, la ville de Pau, était l'actionnaire majoritaire du club, puisque le club de Lambaréné était une société d'économie mixte, une SEM. Ça ne pouvait pas rester ainsi, avec en plus un certain déficit qu'il fallait absorber. Donc, il y a eu un appel au privé il y a 1 an et demi. Ce sont des Américains, le groupe Counter Sport Group, CSG. Et dans leur business model, ils avaient l'idée de faire une ouverture du capital à tout un chacun par le biais d'une tokenisation. Qu'est-ce qu'une tokenisation? On en revient à ce token, le jeton. Le PSG Coin, c'est un jeton, c'est un token, le Bitcoin aussi, etc. Là, c'était la même chose que de vendre des actions, sauf que vendre des actions, c'est une entrée en bourse, c'est très compliqué, c'est des processus qui sont longs à mettre en œuvre. Donc, ils ont pris un petit peu l'équivalent dans l'univers des crypto-monnaies et ils sont passés par ce qu'on appelle des tokens de security, des security tokens, ce qui permet en fait d'avoir des jetons qui ne sont pas un principe de spéculation ni de fan token comme on l'a vu tout à l'heure, mais qui plutôt donnent une partie de la propriété du capital sur la base donc des jetons que l'on achète. Et donc, c'était il y a 2-3 mois. J'en ai fait 2 vidéos sur ma chaîne YouTube que vous pourrez regarder si le sujet vous intéresse. La première de 10 minutes, j'expliquais vraiment le mécanisme. La deuxième, je faisais la démonstration de l'achat des tokens, etc. Okay. Les 15 premiers jours ont été réservés donc aux Français. Et les Français donc, pouvaient acheter des lots de tokens. Ça a bien marché. En 15 jours, ils ont récolté 300 000 €. Je la fais simple. Et après, donc, c'était ouvert au reste du monde pour que n'importe qui dans le monde pouvait acheter également des lots de tokens. Et donc, ces tokens permettaient d'avoir des fractions du capital de l'entreprise. Ces tokens, cette tokenisation, c'est quelque chose qui existe, et je vais vous donner un parallèle pour bien comprendre. Aux États-Unis, il y a la possibilité de tokeniser l'immobilier. Imaginons que vous n'avez pas la capacité d'acheter à vous seul une maison, un appartement, un immeuble. Ben, vous allez pouvoir désormais, ça existe, il y a une société qui s'appelle Real IT qui le propose, acheter des bouts de la propriété. Donc ça, c'est pas possible ni légal encore en France, mais ça l'est aux États-Unis. On achète des portions d'un immeuble et on devient propriétaire d'une certaine fraction. Et on touche les loyers dans cette même fraction. Et là, pour revenir à Lambaréné, ben, en fonction de la fraction du capital que l'on a, on a un droit de vote, on a un droit d'accès à l'information, donc il y a de la gouvernance qui est liée, puis il y a aussi une partie sociale et appartenance avec l'équivalent un peu du fan token. Donc ça a fonctionné, sauf qu'aujourd'hui, le club est en train de se casser la gueule. Les ricains, ils vont se barrer avec la caisse. Et du coup, là, il y a une enquête qui est ouverte par l'AMF, l'autorité des marchés financiers, pour savoir s'il n'y aurait pas eu escroquerie sur cette base des tokens vendus. Ah oui, carrément. Ouais, on en est là. Ouais, on en est là. Ok. Ok, ouais, voilà. Parce que je crois que c'était une première. Hein, c'était le premier club dans le paysage sportif français à faire ça. Ouais, complètement. Il y a eu, ils se sont payés quelques passages publicitaires dans les médias crypto spécialisés. L'équipe en a fait aussi un article. C'était très positif, les articles à l'époque. Et moi aussi, sur les vidéos, si je les regarde aujourd'hui, j'étais extrêmement. Alors, non, je me positionne d'une manière neutre parce que je ne suis jamais conseiller en investissement. Donc, je ne disais pas acheter, n'achetez pas. Oui, voilà. Par contre, je présentais le projet et je l'expliquais aussi d'une manière assez originale et novatrice, effectivement. Ok. Donc, ça, c'était pour la partie plutôt sport professionnel. Est-ce que vous avez des questions? D'ailleurs, sur ça, n'hésitez pas, hein, si vous avez la moindre question sur ces sujets-là et comment les sports pro, finalement, comment les clubs professionnels se sont emparés de l'univers crypto pour essayer d'innover et puis de développer leur business. Non, c'est clair? Bon, parfait. Ah si, David. Alors, une question, Jérôme, sur ce que tu viens d'expliquer avec l'élan béarnais. Moi, je suis totalement novice sur les crypto-monnaies et je voulais savoir jusqu'à quel point c'est un marché réglementé ou pas, parce que tu faisais la comparaison avec l'achat d'actions en bourse. Il y a des garde-fous.
Quels sont les garde-fous sur la crypto-monnaie pour éviter ce genre de situation et que les Américains partent avec la caisse? Alors, je le disais, quand le projet a été lancé, alors, je l'avais expliqué je l'avais cité dans ma première vidéo, sauf que j'ai été corrigé par l'Américain qui était directeur sportif de l'élan à l'époque, qui m'a fait un petit message en privé en disant non, non, ce que tu dis dans la vidéo n'est pas juste, mais j'avais quand même dit que le projet avait été validé par l'AMF. En France, il y a l'autorité des marchés financiers qui régule et le PSAN qui permet d'attribuer une étiquette de prestataire des services d'actifs numériques à tous les projets crypto qui existent en France. Donc, quelqu'un qui aujourd'hui lance un projet crypto en France doit se conformer au PSAN et être cadré par l'autorité des marchés financiers. Et aujourd'hui, justement, l'AMF va lancer une enquête pour voir justement dans quelle mesure ce projet a été lancé, est-ce qu'il a été bien régulé ou pas, et qu'est-ce qui va se passer si les Américains ne restent plus les propriétaires du club. Ça, c'est un premier garde-fou sur la crypto en France. Il y en a un second, c'est par rapport aux échangeurs que l'on va utiliser. Alors, un échangeur de crypto-monnaie, c'est quoi? C'est un site internet sur lequel vous allez acheter et vendre de la crypto. Là encore, j'ai fait une vidéo où j'explique ça. Et aujourd'hui, en France, les échangeurs de crypto-monnaie vont tenter de plus en plus d'avoir le label PSAN, proposé par l'autorité des marchés financiers. Et Binance, le principal échangeur de crypto-monnaie au monde, et PSAN a eu le label il y a 4-5 mois, ce qui fait qu'aujourd'hui, cet échangeur respecte, on va dire, la réglementation française. Pour donner un exemple très concret, il y a 3 semaines, je dirais, Binance a dû interdire une fonctionnalité en France qui est l'achat des futurs, qui permet de faire de l'investissement avec des leviers. Donc ça a été stoppé par l'AMF. Donc Binance, qui est régulé, qui est PSAN, voilà, est géré comme ça. Crypto.com aujourd'hui n'a pas encore le label PSAN par l'AMF, mais va tenter de le devenir pour essayer d'avoir la confiance des Français qui cherchent justement cette régulation. Ok, très clair. Très clair, merci. Parfait. Du coup, moi, je voulais te poser des questions un peu sur la deuxième partie. Finalement, il y avait la partie club pro. Donc, on a vu un peu les différentes méthodologies ou en tout cas les différentes possibilités pour les clubs pro de tirer parti, j'ai envie de dire, des innovations et de la crypto. Et en fait, le deuxième cas d'usage qui est assez fort dans le sport, c'est qu'il y a pas mal de services qui ont commencé à se monter sur le fait d'utiliser la crypto comme un moteur pour essayer de faire du sport aux gens. Donc là, on va dire quelque chose de très vertueux sur le papier, hein, parce que le principe, c'est quand même de faire du sport aux gens. Est-ce que tu peux nous expliquer voilà, les mécanismes qui ont été mis en place pour finalement dans ce but, qui est de dire on va essayer d'incentiver les gens finalement à leur faire du sport. Exactement. Bon, là aussi, j'avais prévu de faire du partage de mon écran iPhone dans cette visio, mais alors, je suis pas bon, c'est pas grave, on fera mieux la prochaine fois. On l'imagine. Juste en préambule, pour bien comprendre, tout ça est possible. Alors, on va parler là de ce que tu évoques, ça s'appelle le Move to Earn. Avant de rentrer dans ces explications-là et de parler de quelques projets très pertinents, rappelez qu'il y a une évolution du web qui a lieu. Hein. Depuis que le web existe, depuis 30 ans, on passe du web 1 au web 2 au web 3. Pour comprendre qu'est-ce que c'est cette évolution, le web 1, c'est lorsque vous aviez les premiers sites internet qui sont arrivés, où les pages étaient dites statiques, c'est-à-dire que l'éditeur, celui qui avait besoin de créer du contenu et de le présenter à l'internaute, faisait des pages, c'était de l'affichage et l'internaute était un consommateur. Le web 2 a vu l'arrivée des réseaux sociaux, la possibilité pour les internautes d'écrire, d'enrichir le site web de l'éditeur. Prenons le cas de Facebook. Facebook, c'est une interaction entre le publicateur de contenu et l'internaute qui vient abonder, qui vient communiquer, et puis après, chacun vient mettre son petit commentaire. Ça enrichit le contenu. Ça, c'est les sites qui sont devenus dynamiques, c'est le Web 2. Particularité du Web 2, c'est que la donnée qui est créée reste la propriété de l'éditeur de contenu. C'est-à-dire que lorsque vous saisissez sur Facebook, tout ce que vous mettez appartient à Facebook. Et derrière, lui-même le valorise pour faire de la publicité, pour créer des revenus qui lui appartiennent. Ça, c'est le Web 2. On est en train de basculer vers le Web 3. Le Web 3, c'est la décentralisation, c'est tout ce qui va permettre
aux créateurs de contenu d'en garder la propriété. Demain, lorsque vous allez utiliser des applications Web3, telles que celles que je vais vous dire tout à l'heure, tout ce que vous allez venir abonder dans l'application, qu'elle soit sur un smartphone ou sur un site Internet, ce contenu, il est stocké sur la blockchain. Définition de la blockchain, c'est que c'est un registre à ciel ouvert, public, décentralisé, et donc c'est vérifiable par tout le monde. Alors, il y a plusieurs blockchains, plusieurs technologies, mais grosso modo, retenez que lorsque vous allez utiliser des applis Web3, les données vont s'enregistrer sur la blockchain, c'est ouvert, c'est décentralisé, c'est vérifiable, mais surtout, ça vous appartient. Du coup, et là, j'en reviens à ta précision, qui est l'incentive. Ben, l'incentive, c'est que vous allez être rémunéré, vous pouvez être rémunéré sur le contenu que vous allez apporter, sur l'activité que vous allez générer. Alors, c'est le cas des Move to Earn, mais avant les Move to Earn, il y avait ce que l'on appelle également les Play to Earn. Et les Play to Earn, eh bien, encore une fois, pour faire quelque chose de simple, à l'époque, les gens qui jouaient aux jeux vidéo, ils se mettaient sur leur console Atari, Nintendo, Sega, PlayStation, enfin, je ne vais pas toutes les citer. On avait des jeux, on jouait. Après, et on les payait surtout les jeux, on achetait les jeux. Après, les jeux sont arrivés en mode gratuit. Sauf qu'on croyait que c'était gratuit, mais ça peut devenir payant dès qu'on achète des fonctionnalités du jeu ou lorsque l'on veut débloquer des niveaux. Mais on n'était pas récompensé dans la conquête qu'on faisait dans ce jeu. Les applications aujourd'hui Play to Earn en mode Web3 récompensent le joueur. Celui qui va jouer à un jeu de conquête, il va développer un personnage, il va développer une super épée, un super bouclier, le chapeau magique, etc., etc. Eh bien, d'arriver à un certain level dans le jeu va lui permettre d'avoir des attributs qui vont le rendre fort, puissant. Et ces attributs, ce chapeau, cette épée, sont ce que l'on appelle des NFT. Je reboucle à ce que je vous disais tout à l'heure. Et ces NFT, s'il veut les transférer à un autre joueur qui, lui, arrive au niveau 0 du jeu, mais veut utiliser l'épée de niveau 100, eh bien, il va pouvoir payer le joueur 1 au joueur 2 via la blockchain, via les crypto-monnaies. Et c'est ainsi que le play devient play to earn. Et donc, on en arrive à une certaine équivalence dans l'activité physique, le move to earn. Est-ce que je continue, Guillaume, ou je fais une pause? Bah, écoute, pour moi, c'est très clair. Je ne sais pas si vous avez des questions à ce stade-là. Non, c'est clair. Parfait. Donc, le move to earn, effectivement, c'est la transposition d'un play to earn, sauf qu'on est récompensé non pas à jouer à un jeu vidéo, à élever des bébêtes à un ordinateur, mais à faire une activité physique, que ce soit de la marche, de la course à pied, etc., etc. Donc, moi, je suis rentré très tôt, par exemple, dans une application qui s'appelle Stephen. Alors, Stephen, c'était au mois de février quand j'ai fait la vidéo. J'étais le premier en France. Alors, je m'en félicite parce qu'aujourd'hui, ça cartonne, hein, cette application. Et Stephen, je vais vous mettre le lien en commentaire. C'est devenu aujourd'hui la référence des Move to Earn. C'est une application mobile, Android, iPhone, le site internet support où tout est expliqué, les investisseurs, les garanties du projet, l'équipe, etc., etc. Mais en tout cas, pour la faire très simple, si vous voulez être récompensé en courant ou en marchant, qu'est-ce que vous faites? Vous installez l'application mobile Stephen, vous achetez votre première NFT qui est une sneakers, une chaussure. Il existe 4 catégories de chaussures, selon que vous êtes marcheur, coureur, etc. Et vous commencez à vous déplacer. Et là, une fois que vous avez fini votre activité, vous avez encaissé un certain nombre de tokens, le token de l'application, qui elle aussi a un cours, puisque là, il y a une volatilité. Et on progresse dans le jeu en achetant de plus en plus de chaussures qui vous donnent de plus en plus d'énergie, c'est-à-dire de plus en plus de minutes qui sont récompensées en tokens quand vous sortez. Et moi, aujourd'hui, là, dans cette application, j'ai aujourd'hui le maximum qu'il est possible d'avoir, c'est-à-dire 200 minutes d'activité par jour. Et ça m'oblige à beaucoup sortir. Ce soir, j'irai faire mes minutes et je vais gagner un certain nombre de tokens qu'après, je peux convertir en dollars et en faire ce que je veux. Et donc voilà, il y a une progression dans ce jeu. Donc, plus tu bouges, en fait, donc le but, finalement, le but de ces nouvelles applications, donc comme Stephen, c'est effectivement de promouvoir l'activité sportive en incentivant et en intéressant, on va dire, la partie peut-être la plus jeune de la population, parce que c'est eux aussi qui s'intéressent aux cryptos. Enfin, il y a pas mal de jeunes qui s'intéressent aux cryptos et notamment avec l'e-sport.
et donc d'essayer de promouvoir le sport par la récompense et l'incentive de tokens. C'est ça un peu ouais, exactement. Philosophiquement, on va dire le but. Ouais, mais à la base, si tu veux, c'est un projet qui a une philosophie positive. Après, il y a du business derrière, hein, toujours, hein, évidemment. C'était ma deuxième question, bien évidemment. Mais on va dire que l'objet premier, c'est vraiment de faire sortir les gens. En fait, on l'a vu aussi avec le confinement et la période qu'on a traversée, les gens se sont mis à faire du sport énormément et ça a montré des résultats très bénéfiques sur la santé, etc. Et aujourd'hui, Stephen, qui est le premier move to earn, on va dire, aujourd'hui, il y a 1 million d'utilisateurs actifs par jour dans le monde, sachant que les Chinois, là, au 15 juillet, vont quitter l'application parce que leur réglementation ne leur permet pas de continuer à utiliser la fonction GPS du jeu. Bon, ça, c'est la réglementation chinoise, je passe. Quand même 1 million d'utilisateurs qui sont quand même motivés pour aller faire de l'activité. Et aujourd'hui, le problème, c'est qu'il y a l'obésité qui est de plus en plus importante dans le monde et la sédentarité crée des maladies cardiovasculaires, etc., etc. Et vraiment, l'objectif de cette application, c'est de faire sortir les gens. Et aujourd'hui, Stephen est en train de faire de nombreux partenariats avec des marques qui sont intéressées pour avoir cette vertu. Hein. Adidas, Reebok, Nike, etc. vont conventionner avec Stephen, mais pas que. Il y a des caisses d'assurance maladie aussi qui s'intéressent de près à ça, parce qu'il y a quand même des choses qui sont positives, et y compris des sociétés qui sont spécialisées dans les bilans carbone, dans les chèques carbone. Donc là aussi, il y a Stephen qui offre des récompenses, entre guillemets, par rapport à ça. Derrière, c'est aussi du business. Là, ils ont annoncé aujourd'hui leurs résultats du deuxième trimestre. Ils ont fait 122 millions de bénéfices qui leur permet de poursuivre leur développement. C'est une très, très grosse machine de guerre derrière qui vient tout juste de naître. L'application, elle est encore en bêta. Moi, j'en ai fait plusieurs vidéos. C'est quelque chose dans lequel je crois énormément. Alors, il y a des équivalentes qui se créent puisque tout bon projet tente d'être copié. Donc, il y a ce que l'on appelle des copycats qui se lancent dans la copie conforme, le même white paper, les mêmes interfaces. Mais on est vraiment aujourd'hui, en 2022, la révolution des move to earn, clairement. Ok. Et l'incentive, c'est effectivement d'être rémunéré avec cette activité. Et donc, le business model, c'est qu'il y a quand même une certaine somme d'argent en fait, à dépenser au départ pour s'acheter un NFT, qu'importe, pour pouvoir rentrer dans le jeu. En fait. Sur cette application-là, oui. Okay. Et sur la plupart, oui. Il y en a une autre, Moven, pour lequel aussi, là, je suis assez de… C'est ce que j'avais mis là sur le partage LinkedIn de notre réunion de ce soir, où là, c'est une grosse équipe aussi qui est en train de lancer un très, très beau projet. Alors, pour ne pas faire de jaloux, je vais vous mettre aussi… Mais peut-être qu'après, quand tu feras un résumé de ce mythe, tu pourras reprendre tous les liens que je mets. Les liens, exactement. Et je t'en donnerai quelques autres. Donc, Moven, qu'est-ce que je voulais vous dire? Là, il n'y a pas de ticket d'entrée. C'est-à-dire que là, cette application, vous la téléchargez, vous l'installez. Et déjà, dès lors que vous allez vous déplacer, vous allez avoir une récompense en jetons qui va se faire. Là, le projet vient juste de se lancer. Il y a eu des ICO, etc., etc. Donc là, le ticket est à 15 centimes, le jeton, pardon. Et Moven, vous n'avez pas acheté un NFT au début. Par contre, vous avez un principe de walk effect où quand tu te déplaces, par exemple, tu as une carte interactive et tous les 100 mètres, ils te proposent d'avoir… C'est un peu comme, je ne sais pas si certains d'entre vous… Moi, je n'ai pas joué, mais forcément, je connais le cas. Il y a eu la chasse aux Pokémon à un moment donné. On prenait son téléphone. Pokémon Go, voilà. Et bien là, c'est la même chose. En vous déplaçant, vous avez le Walk and Collect. Vous avez des médailles qui apparaissent. Ils ont fait une collection de 1000 médailles qui sont les grands noms du sport et de l'olympisme. Et quand vous avez ces médailles, elles enrichissent votre wallet, votre portefeuille dans l'application. Ces premiers NFT qu'ils proposent, elles n'ont pas grande valeur, même si elles ont été faites en quantité limitée. Mais bientôt, ils vont proposer d'autres NFT que les gens vont pouvoir collectionner, catcher au fur et à mesure qu'ils se déplacent et qu'ils marchent, avec aussi notamment des boosts qui vont venir multiplier les gains de la base de marche, etc. Et l'avantage de Moven, que n'a pas pour l'instant Stephen, c'est que vous n'avez pas forcément besoin de partir avec votre téléphone ou lancer l'application. Vous avez simplement votre montre connectée ou vous avez je ne sais quel autre objet, vous faites du vélo, vous avez Strava. Le soir, vous synchronisez tout ça et l'application vient avaler les données dans l'appli de santé de votre téléphone, que ce soit Android ou Google ou iPhone, et l'appli traduit ça en jetons. Voilà. Ok, très clair. Donc ça, voilà, on voulait faire un petit crochet sur ces
sur ces deux exemples, et puis c'est finalement cette tendance du move to earn, donc pour dire que finalement les cryptos, bah, c'est effectivement un objet de spéculation, et on en a parlé pour les clubs, mais ça peut aussi être au service de causes plus nobles, comme le fait de mêler un peu le côté spéculatif avec le fait de bouger. Et donc, du coup, en fait, plus tu progresses dans le jeu, plus tu as le droit de bouger, en fait. C'est ça, en fait, ils prennent en compte le fait que notre cardio s'améliore au fur et à mesure du temps, en fait. Ouais, complètement. L'idée, c'est d'être récompensé au fur et à mesure qu'on a de l'activité physique. Alors, l'avantage de Moven, c'est que, et là, on va plus loin, c'est-à-dire qu'on n'a pas simplement cette relation simple, on va dire, je me déplace, j'ai du token. Eux, ils intègrent, et c'est en ça que j'ai voulu faire une vidéo, et je l'ai annoncé très clairement, sponsorisé. J'étais rémunéré pour faire une vidéo, mais non pas parce qu'il y avait l'appel du gain, mais parce que vraiment le projet m'a séduit, et je crois extrêmement fort dans cette application Moven. Pourquoi? Parce qu'ils vont agréger ce qu'on appelle des mini-apps à l'intérieur de l'app. C'est-à-dire que derrière, il va y avoir une économie du sport qui va se faire à l'intérieur de la super app qui est Moven, où chaque fédération, chaque businessman du sport va pouvoir demander l'intégration dans l'application Moven. Je prends l'exemple, par exemple, d'un loueur de cours de paddle, par exemple. Il va pouvoir proposer sa mini-app à l'intérieur de l'application Moven. Et celui qui a gagné des jetons Move à l'intérieur de l'application, avec les marches qu'il fait, les courses, etc., va pouvoir les utiliser pour en déduire le prix de location, par exemple, d'un terrain de paddle, d'un terrain de five, ou de l'achat de matériel. Tu vas avoir, par exemple, une fédération d'athlétisme qui va permettre aussi d'avoir des récompenses en jetons en fonction des performances sur la course du week-end. Au lieu d'avoir une médaille autour du cou, comme on les a toutes aujourd'hui, on va avoir en plus le NFT qui va te dire tes finishers au marathon de Paris. Et voilà, donc ça, c'est vraiment une super app, un très gros projet qui va accueillir de nombreux sports, de nombreuses fédérations et tout un business model qui va se faire à l'intérieur de Moven. Ok, bah écoute, très clair. Bah écoute, on arrive au timing. Là, je vais laisser Victoria, Thierry et Patrick, si vous avez des questions, vous donner le mot de la fin. N'hésitez pas. Est-ce que sur ces move to earn, est-ce que vous connaissiez déjà les move to earn ou vous le découvrez? Moi, je connaissais, mais pas sous forme de NFT. Tu n'avais pas ton micro. Tu connaissais toi, Victoria? Pas sous forme de NFT ou de crypto, mais il y a WeWorld qui fait ça aussi, qui convertit nos pas en argent. Donc, à partir du moment où on a marché un certain nombre de pas, on peut les convertir soit dans des boutiques partenaires, soit après en virement bancaire. Alors, une application, ça m'y fait penser, Victoria. J'ai pas bien entendu, mais je crois pas que c'est ça que vous avez dit. C'est pas Sweetcoin dont vous avez parlé. Non, c'est WeWorld. Voilà. Alors, Sweetcoin, j'en parle, je vous mets le lien à nouveau. Après, je vous laisse parler, promis. Mais Sweetcoin, en fait, c'est un move to je sais pas quoi, qui va devenir un move to earn. Ou du moins, c'était un move to earn et ça va devenir un move to earn en crypto. Et pour l'instant, et ça fait très longtemps, ça fait plusieurs années que ça existe, on a l'application mobile qui permet d'avoir une récompense et qui offre effectivement des bons d'achat sur l'achat de matériel sponsorisé par Sweetcoin. Et là, ils lancent leur crypto. Ça va arriver sur une blockchain là cet été. Et donc, il y a une évolution de ces applis tradis vers le Web3 et vers la rémunération en crypto.